Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Je vais te parler juste des clients, c'est vraiment la dernière question que je prends là, on va prendre une petite minute ou deux, mais tu peux me parler de, je sais pas, c'est le use case le plus fréquent, celui sur lequel tu kiffes monter, où tu te dis Golem est le client parfait pour ça, le use case, et du coup associé à quel type de client? Alors, on a une vocation chez Golem qui est de simplifier le travail, globalement. C'est un peu le mantra qu'on a derrière tous les produits qu'on a pu créer, y compris celui qu'on a gardé en principal, qui est du coup, et du coup ça se traduit chez nos clients, comme trouver un moyen que les personnes chez nos clients passent moins de temps sur les tâches pénibles, typiquement catégoriser des mails. Des fois, c'est des équipes de 10 personnes qui font ça 3 heures par jour. Ouais, okay. C'est rarement le métier de quelqu'un, c'est souvent juste une tâche supplémentaire que des gens ont à faire en plus, qui, a priori, est à très faible valeur ajoutée, c'est assez pénible, et qui est néanmoins extrêmement importante. Et le but, c'est que les gens passent moins de temps sur des tâches qui ne nécessitent pas d'intelligence, pour le dire comme ça, ou en tout cas peu, et qui passent du coup plus de temps sur les tâches à forte valeur ajoutée qui nécessitent de l'intelligence. Et le but, c'est d'avoir un impact qui est mesurable et en interne et en externe. C'est-à-dire que en interne dans l'entreprise, les gens passent moins de temps sur les tâches pénibles, et donc du coup, il y a moins de burn-out, moins de turnover, etc. Et en externe, ça rend aussi l'expérience beaucoup plus fluide. Si je prends au hasard l'exemple d'un opérateur téléphonique, par exemple, ils reçoivent des messages, souvent des milliers par jour. Parfois, le message va être une demande très simple, du type « j'ai perdu mon code PUC ». Voilà, ce petit code qu'on a avec la carte SIM que tout le monde perd dans les 3 jours. Et au bout de 3 ans, on en a besoin parce qu'on a fait un mauvais code sur notre téléphone et qu'il faut le récupérer. Ça, a priori, quand vous faites la demande à votre opérateur pour le récupérer, vous êtes bien content de l'avoir en 30 secondes et c'est pas grave si c'est un robot qui vous répond. Par contre, si vous êtes vraiment pas content, qu'on vous a rajouté une option que vous vouliez pas, un truc comme ça, et que vous appelez l'opérateur, vous êtes à deux doigts de démissionner, à 2 doigts de lâcher l'opérateur. Là, vous avez envie, et l'opérateur a envie aussi, que vous ayez un humain en face avec de l'empathie, qui soit en train d'essayer de résoudre la situation. Et donc si je comprends bien, sur le use case de l'opérateur téléphonique, déjà c'est très customer success, donc c'est plutôt post-vente que en amont. Et en fait, si je comprends bien, il va analyser des mots-clés, mais est-ce qu'il y a aussi des genres de tournures de phrases en fait, pour analyser des genres d'émotions retranscrites à travers un email? En fait, c'est vraiment de l'analyse sémantique, c'est-à-dire qu'on extrait le sens. Donc, c'est pas vraiment des mots-clés, etc. Okay. La personne n'a pas besoin d'exprimer ses intentions exactement comme on l'aurait prévu dans une configuration spécifiquement. Okay. Le but, c'est qu'on va extraire le ou les intentions, ce qui est un vrai sujet en relation client. Souvent, les gens font un mail avec plusieurs demandes du message. Et là, il y a une première étape qui est juste de gagner du temps. C'est déjà le message, selon de quoi il parle, il va être redirigé automatiquement vers les bons services. Donc, c'est les tags que vous mettez pour classifier les emails, etc. Okay. C'est ça. Et rien que là, déjà, la personne, elle peut gagner facilement parfois quelques heures, parfois quelques jours de temps de réponse. Avant de bien identifier le bon interlocuteur en interne. Okay. On a des clients qui sont passés de 3 jours à une demi-journée de temps de réponse moyen sur un message en travaillant avec nous, y compris sur des demandes très complexes. Ok, donc tu dirais que c'est vraiment, c'est un assistant. T'épaules, ça te permet toi d'être réactif plutôt que d'être proactif. C'est une forme d'assistant qui est intéressant parce qu'il est quasiment invisible. On voit beaucoup l'assistant comme ce qui se fait avec aussi bien Alexa ou autre que même ChatGPT aujourd'hui. Nous, c'est un assistant qui va juste faire que, au lieu de recevoir 50 000 mails, dont 49 000 qui ne nous regardent pas, dans notre service à nous, on va recevoir que les 1000 qui nous concernent, déjà spontanément. Et potentiellement, l'information importante de ces mails sera déjà extraite. Donc, il y aura une réponse automatique déjà prête qu'on pourra modifier. Voilà. D'accord. Donc, en fait, c'est pas un intermédiaire, c'est un gars ou une nana de l'ombre. C'est quelqu'un qui fait son travail et nous, on le voit pas, c'est un dollar. Ouais. Ça va beaucoup de pair avec la notion de conduite du changement en IA. C'est toujours un petit peu dur de déployer des projets d'intelligence artificielle parce que ça vient avec des changements des modes de travail, des changements des méthodes de travail au sens large. Et souvent, avoir une IA qui arrive de manière un peu indolore, ça va être moins spectaculaire. Le changement va être souvent mieux appliqué, plus important, mieux vécu par tout le monde.
Et du coup, il va avoir un impact très positif et sur l'entreprise cliente et sur en général les clients finaux de cette entreprise. Et par ailleurs, on travaille fortement aussi à avoir des avantages qui sont un petit peu différenciants, bien sûr dans l'usage, mais aussi je pense notablement à des sujets par exemple écologiques, le but d'avoir une IA qui consomme très très peu de ressources. Aujourd'hui, on consomme entre 24 et 100 fois moins qu'une IA classique, 1000 fois moins qu'une IA comme GPT. Donc c'est des enjeux qui sont aussi cruciaux, déjà parce que c'est un enjeu humain du moment qui est extrêmement important. Et en fait, c'est aussi en train de devenir un enjeu économique dans les entreprises qui doivent respecter des contraintes, à la fois parce que elles y sont légalement obligées, mais aussi parce que c'est en train de devenir c'est un enjeu humain. d'actualité, quoi. Ouais, bien sûr. Et comment on fait de ça, juste par curiosité? C'est une IA que... Enfin, pourquoi elle coûte... elle pollue moins, je ne sais pas comment dire, mais... Ça se fait majoritairement par des choix technologiques. Il y a aussi du travail autour de ça, d'optimisation d'infrastructures, etc. Mais le point principal qui vraiment nous permet d'être 2 voire 3 ordres de grandeur en dessous de ce qui se fait sur le marché là-dessus, c'est le choix qu'on a fait de l'IA symbolique. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus, mais il y a une grosse différenciation entre les IA connexionnistes, qui inclut par exemple le machine learning, le deep learning, etc., dont on parle beaucoup dans la presse, et de l'autre, les IA symboliques, qui elles s'appuient beaucoup plus sur l'information structurée. Donc elles ont le gros avantage d'être explicables, démontrables dans leur usage, mais aussi de consommer beaucoup moins de ressources, parce qu'elles n'ont pas du tout ce besoin de processer des centaines de milliers d'exemples pour comprendre quelque chose. D'accord. Elles se configurent avec de la donnée structurée, de la connaissance métier. Typiquement dans un centre de contact client. T'as un nombre de use cases définis en fait. Ok, il grossit pas au fur et à mesure. Tu vas pas découvrir des nouveaux problèmes dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est ça. Et en plus, la connaissance, souvent, elle existe déjà. Ouais. Parce que quand vous embauchez des gens dans un centre de contact client, vous leur donnez des fiches de formation dans laquelle la connaissance est normalisée. Et du coup, c'est cette même information dont on a besoin pour configurer Golem. Donc, si vous avez envie d'utiliser une IA avec de l'éthique, j'ai presque envie de dire, et des belles valeurs, vous savez où retrouver Kylian et son offre. Bon, un grand merci. C'est toi. On est beaucoup rentré aussi sur du perso, mais c'est le but, c'était d'avoir un petit peu ta vision. Je te propose qu'on se retrouve, on a un peu croqué le temps, mais sur les dernières petites questions du tac au tac à retrouver en vidéo. Let's go? Let's go. Et nous sommes donc de retour pour cette dernière question du tac au tac. C'est parti, première question. Si tu avais la possibilité, Kylian, de choisir un mot pour définir l'entrepreneuriat, et pourquoi? Un peu banalement, j'ai envie de parler d'aventure, parce que c'est le sujet, c'est vraiment le sujet négatif comme positif qu'on a dans l'entrepreneuriat, de jamais exactement savoir où on en est, jamais exactement savoir ce qui va se passer. On s'amuse, des fois on a peur, des fois on ne sait pas exactement où on va, on cherche une carte, il n'y en a pas. Donc voilà, c'est un peu ce mot-là que ça m'inspire spontanément. Très clair. Deuxième question. Si tu avais la possibilité de choisir un board member, vivant, mort, fictif ou réel, qui est-ce que ce serait et pourquoi? Ça va, t'as quelqu'un en tête? J'ai une idée qui me vient spontanément parce que je vois un double sujet de valeur qui est tout simplement la personne de Bill Gates, parce que il y a d'un côté quelqu'un qui a eu a priori pas mal le flair sur des sujets techniques et produits, et de l'autre quelqu'un qui transporte beaucoup de valeur éthique, qui aujourd'hui investit quasiment toute sa fortune dans des questions de recherche médicale ou autre. Et j'aime bien cette double approche de à la fois chercher les valeurs éthiques tout en gardant en tête la connaissance et la compréhension du business, parce qu'en fait, l'un peut servir l'autre si on le fait bien. Donc si je comprends bien, quand tu seras riche, tu seras un grand philanthrope? J'aimerais bien. On prend rendez-vous, Allez, mes 2 dernières questions très rapides. Allez, la première est simple. Le conseil le plus universel pour toi pour entreprendre? Le conseil qui est peut-être le plus sous-coté, mais pour toi en tout cas qui a le plus de valeur? Dans notre histoire, il y a un truc qui est beaucoup ressorti, c'est la capacité à focaliser. C'est justement, vaut mieux faire quelques trucs bien que de faire trop de choses en même temps, moyennement. Et je connais aucune startup qui n'a pas eu ce problème-là ou ce piège-là à un moment ou à un autre, qui ont d'abord tenté des choses très larges, puis se focaliser. Nous, on l'a vécu avec avoir plusieurs produits, puis finalement focaliser sur 2, puis sur un seul, ou avoir beaucoup de personnes qui nous conseillent pour au final se centraliser sur quelques personnes qui nous conseillent très bien en plus petits comités, etc., etc. Et pareil sur l'interne, focaliser sur quelques personnes de qualité, faire attention à ne pas avoir de mauvais éléments, etc., etc. Vraiment, toujours ce point de focaliser, faire les choses, abattre les problèmes un par un.
Qualité plus que quantité. Je crois qu'on a bien compris. Et je pense que ça s'applique à beaucoup de choses. On a parlé de produits, mais tu parles de team, etc. Allez, ma dernière question. Paf, la question à 1 million. L'intelligence artificielle, surtout en France, est-ce vraiment est-ce une trend ou est-ce une vraie techno? Et est-ce que ça va remplacer nous autres chers humains ou au contraire nous épauler? Alors je pense qu'elle va nous épauler, en tout cas c'est ce que j'observe pour l'instant. Pour moi, c'est ce qui fait même la valeur de l'IA. En fait, c'est un outil. C'est un outil qui est intéressant parce que c'est un outil qui parfois nous dépasse un peu, qui fait des choses qu'on ne serait pas forcément capable de faire bien au-delà de je vais prendre un marteau par exemple, si on parlait d'un outil. C'est quand même quelque chose qui peut être assez impressionnant, parfois qui nous imite un peu. On parle beaucoup d'anthropomorphisme, des IA qui nous ressemblent, etc. Je ne crois pas vraiment à ça. Pour moi, l'IA doit être un outil au service de l'humanité au sens large, qui transporte des valeurs aussi. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte dans notre IA le fait de ne pas avoir de biais, de ne pas devoir brûler une forêt à chaque fois qu'on entraîne un modèle d'IA. Globalement, voilà, vraiment l'objectif d'avoir une IA au service de l'humanité. Et aujourd'hui que ça vient si démocratiser avec ChatGPT, mais vraiment on est vraiment sur des applications individuelles, quoi, consumer. Est-ce que c'est quelque chose de positif ou pas pour toi? Pour moi, oui. C'est conçu comme un assistant. Alors, il y a des problèmes à résoudre encore aujourd'hui. Il y a des biais qui sont présents dans les IA qu'on voit aujourd'hui. Ça consomme énormément de ressources. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, je pense, encore, pour que ça devienne quelque chose qui soit démocratisable dans des conditions qui soient bonnes. Mais vraiment, l'enjeu, c'est toujours pareil. Pour moi, il faut que ce soit un assistant. Il va faire des tâches pénibles pour un humain. Il va nous aider à rédiger un long courrier, etc. Mais à la fin, ça va être un humain qui va le relire, qui va l'envoyer. Ça va être, au sens large, là on prenait l'exemple d'une personne simple, ça va être ça. Et même au sens plus grand dans une entreprise, il faut absolument que les IA ne soient pas des boîtes noires, qu'elles soient compréhensibles, qu'on voit ce qui se passe. Voilà. C'est un beau mot de la fin. En plus, je viens d'avoir ma notif batterie faible. Je crois que c'est un signe. Cette conversation touche à sa fin, pardon. Ma dernière question est simple, mais as-tu pris du plaisir à m'inspirer moi et inspirer notre audience, je l'espère? C'est une conversation très agréable. J'en oublie parfois qu'on s'enregistre, donc c'est un bon t'inquiète, moment. Guillaume n'a pas oublié. Bon, un grand merci du coup à vous deux, à Guillaume aussi qui nous observe et qui rigole bien en muet depuis tout à l'heure. Merci. Et un grand merci à toi, Kylian, d'avoir pris le temps de vulgariser l'AI et de pouvoir discuter de ton parcours. Et j'aime bien terminer avec ça, mais un gros merde à toutes les personnes qui nous écoutent et qui font face à des problèmes. Je crois qu'il nous a montré que tu peux démarrer 2020 en te mangeant les dents sur une levée de fonds et commencer 2021 en faisant une belle levée de fonds. Effectivement, et 2023 en faisant une belle réussite derrière, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. On n'est pas là pour lever, on est là pour, à la fin, servir nos clients, un marché et les gens avec qui on travaille. Alors, prenons à marcher ensemble. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Bon, je vais arrêter parce que là, je vais dire vraiment des bêtises. Un grand merci et à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao.